Maintenant, nous allons passer aux questions de la salle. Questions, soit questions orales, soit questions écrites. Si vous voulez vous présenter en prenant la parole, c'est bien. C'est pas obligatoire puisque personne ne l'a fait depuis ce matin. Mais voilà. Mais apparemment, je ne vois pas de main qui se lève. Si, ici. Oui. Bonjour, Gérard Ignace, je viens du Lot, de la section de Martel, et j'ai une interrogation par rapport à la première intervention. Il y a une chose qui me turlupine un petit peu, je ne comprends pas très bien pourquoi on met sur le même plan, ou alors j'ai mal compris, dans votre intervention, pourquoi on met sur le même plan les mesures sécuritaires contre la lutte contre le terrorisme, qui a une origine, et on le sait, ce n'est pas la peine de l'écrire complètement, et des impacts complètement différents, et la lutte contre la pandémie. Et ça me questionne, et en même temps, je vous pose la question, est-ce que la lutte contre la pandémie est une lutte qui est légitime, qui a sa raison d'être, etc. Et si oui, en quoi est-ce que... Moi, quand je pense aux mesures sanitaires qui sont prises, c'est-à-dire les mesures barrières, c'est-à-dire les désinfections des mains, c'est-à-dire éviter les regroupements, c'est-à-dire le pass sanitaire, etc. Personnellement, je ne vois pas en quoi c'est une atteinte à ma liberté. Alors là, je parle évidemment pour moi. Et d'autre part, et je terminerai là-dessus, ici, on est tous plus ou moins représentants d'une section de la Ligue des droits de l'homme. On représente donc une micro-société assez homogène, ou tout au moins pas très hétérogène. Et on ne représente pas, on en a parlé tout à l'heure à demi-mot, on ne représente pas la société dans son ensemble, on ne représente pas les citoyens et les citoyennes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des façons de penser, des façons d'analyser la situation qui peuvent être très différentes. Voilà, c'est tout. Merci. Tu veux répondre tout de suite ou, on peut peut-être prendre une deuxième question, et puis je sais qu'il y en a une troisième là, mais... Oui. Oui, je vous remercie. D'abord, Philippe Perret, je suis à la section de la Ligue des droits de l'homme de Clamart-Meudon-Sèvres. Et ma question est assez proche de la précédente. En fait, elle porte surtout sur la question de l'état d'urgence. Parce que je crois que, déjà, pour commencer à répondre à la question précédente, ce qu'il y a en commun dans les deux cas, terrorisme et sanitaire, c'est recours ou pas à l'état d'urgence et ce qu'il en reste après. Et ma question était un peu plus, d'abord, faire le constat que il y a un grand écart entre nos préoccupations et celles que l'on constate dans l'ensemble de la société. En général, c'est vrai que finalement, ces passages entre état d'urgence et non-état d'urgence se font de manière extraordinairement facile, somme toute. Et qu'il y a énormément de gens, et particulièrement parmi les populations jeunes, même si ce n'est pas universel, pour qui c'est quasi indifférent. C'est extrêmement préoccupant. Enfin, quand on discute souvent avec des jeunes, finalement, ils sont contre-fiches des atteintes à telle ou telle liberté ou principe qui nous paraissent à nous fondamentaux. Moi, ce que je voulais simplement poser comme question, c'est concernant l'état d'urgence, est-ce que l'on a fait un comparatif en sens inverse, c'est-à-dire on voit bien comment on passe d'un état d'urgence à une loi qui intègre l'essentiel de ce qu'il y avait déjà dans un état d'urgence, mais est-ce que l'on a fait l'exercice consistant à recenser ce qui n'a pas basculé dans des lois, dans le droit commun? C'est-à-dire, est-ce qu'on est allé jusqu'à l'extrême limite ou qu'est-ce qui reste encore, qu'est-ce que l'on peut faire de pire, en quelque sorte? Ce n'est pas pour donner des bonnes idées à ceux qui n'en manquent pas parmi les candidats actuellement, mais est-ce que l'on est capable de faire cette différenciation? Parce que vous avez bien indiqué tout à l'heure, vous avez donné des exemples de dispositions, de mesures de l'état d'urgence qui sont passées dans le droit commun. Desquelles ne sont pas passées? Qu'est-ce que l'on peut faire encore? Jusqu'où on n'est pas allé, en quelque sorte? Merci. Donc, Stéphanie, et puis si après vous pouvez compléter. Oui, volontiers. Sur la première question, je crois enfin, si j'ai bien compris votre question, oui, je crois qu'en effet, on peut proposer la lecture qui est la vôtre, c'est-à-dire de dire, en fait, il n'y a pas vraiment de rapport entre
le terrorisme comme menace et la pandémie comme menace. On peut tout à fait faire cet argument. Moi, ce qui me frappe, c'est que, indépendamment des différences entre les types de menaces, on a une réponse politique et juridique qui est de même nature et qui s'ancre dans le même régime. Donc, moi, c'est un constat, c'est-à-dire que face à l'un comme face à l'autre, le gouvernement, et c'est vrai en France, mais encore une fois, Agnès Calamard le disait, je le disais aussi, en réalité, c'est un schéma qu'on voit se déployer à l'échelle du monde. Hein, je veux dire, depuis je ne sais jamais si on dit 9 septembre ou 11 septembre. 11 septembre, excusez-moi, je l'ai toujours à l'envers dans ma tête. Depuis le 11 septembre 2001, on a vu le déploiement des pouvoirs d'urgence d'une manière ou d'une autre à l'échelle du globe totalement généralisé. Et à l'épreuve de la pandémie, je crois que il y a un décompte qui a été fait, il y a plus de 100 pays dans lesquels ce sont des dispositifs d'urgence qui ont été mis en place. Donc, indépendamment des différences qu'on peut effectivement faire entre la nature des menaces en question, ce qui est frappant, c'est l'unicité du mode de réponse. Alors après, vous disiez finalement, il n'y a pas vraiment de restriction aux libertés dans les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, je ne me rappelle plus, pardonnez-moi, les exemples que vous avez donnés, mais je jouerais volontiers la carte du contre-exemple. Bon, il y a quand même eu le confinement généralisé de la population. Je crois que c'est une atteinte, et là encore, c'est un constat très convergent des institutions, organisations, associations de droits humains, que de dire que c'est une restriction inédite aux libertés. Et ça a été à l'échelle du globe quasiment. En France, on a quand même vécu sous couvre-feu de manière permanente, sauf erreur de ma part, du 20 octobre 2020 au 30 juin 2021. Et le couvre-feu, c'est amusant, j'en parlais avec différents interlocuteurs ces derniers temps, parce que, me semble-t-il, on a observé malgré tout dans l'ensemble une adhésion civique, enfin un respect civique très grand en réalité des mesures restrictives auxquelles on a été soumis. Eh bien, on a accepté cette idée que finalement le couvre-feu c'était vraiment une mesure très light en fait par rapport au confinement. Alors, évidemment, quand on a vécu, je ne sais plus, du 16 mars au 11 mai en confinement strict 23 heures par jour, effectivement le couvre-feu ça paraît light. Mais sur le plan juridique, c'est quand même assez intéressant de garder à l'esprit le fait qu'il n'y a aucune différence de nature entre les deux mesures. D'ailleurs, en fait, juridiquement, le confinement, ça n'existe pas, et le couvre-feu, ça n'existe pas. Les deux sont des mesures d'interdiction de circuler, et simplement l'une se définit 23 à 24 heures par jour, l'autre se définit 8 heures, 12 heures, mais en fait c'est exactement de la même chose dont il s'agit. Donc c'est quand même un régime d'atteinte inédit aux libertés. Et si vous faites l'histoire du couvre-feu dans le droit et la politique nationale, le couvre-feu, c'est une mesure qui a une connotation militaire. On a peut-être tous entendu dans nos familles des parents, grands-parents rappeler les périodes du couvre-feu pendant la guerre. Ça renvoie véritablement à la guerre. Après, c'est une mesure qui disparaît un peu, qui réémerge dans les années 2000 avec le moment des lois, l'OPSI, etc., de manière très spécifique, c'est-à-dire pour cibler des populations spécifiques, et en particulier les mineurs, et dans un cadre juridique qui a été précisé de manière ambivalente par le Conseil d'État, puisque à la fois il a donné un cadre strict, mais d'un autre côté, du coup, il a légitimé en fait le recours au couvre-feu hors période de guerre. Donc c'est maintenant, voilà, on a eu dans les années 2000, dans beaucoup de municipalités, le recours au couvre-feu pour les mineurs de 13 ans ou pour les mineurs de 16 ans, tant que c'était dans quelques rues seulement et à quelques heures seulement. Et là, en fait, en passant par le truchement de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire on a eu la version couvre-feu maximale, qui est le confinement, et version allégée par à seulement 8 heures par jour, par exemple, bah, en fait, on a accepté un couvre-feu pour l'ensemble de la population. Donc, et encore une fois, de manière très durable. Hein, je veux dire, de octobre à juin, c'est pas rien. Et puis, bon, il y a eu les fermetures d'écoles, les fermetures de commerce. Enfin, je crois qu'il y a quand même eu, il y a eu une suspension des cérémonies funéraires, il y a eu une suspension des rites funéraires, il y a eu une suspension du culte. Enfin, je pense que c'est un petit peu difficile de dire qu'il n'y a pas eu de restriction aux libertés sous l'état d'urgence sanitaire. Et quant à la deuxième question, alors qu'est-ce qui n'a pas basculé ? En fait, pas grand-chose.
C'est-à-dire que quand je listais les 4 mesures que la loi SILT, par exemple, les 4 mesures de l'état d'urgence antiterrorisme que la loi SILT a intégrées dans le droit commun, il s'agit bien des 4 mesures phares de l'état d'urgence antiterroriste. C'est-à-dire que l'état d'urgence antiterroriste, grosso modo, c'est à peu près sur 2 ans 10 000 mesures qui ont été prises. Il doit y avoir à peu près 4 000 perquisitions administratives, 800 ou 900, enfin c'est difficile à décompter, mais assignations à résidence, des milliers de zones de protection et de sécurité. Donc en fait, l'essentiel de l'état d'urgence, c'est les mesures qui précisément ont été transposées dans le droit commun. Alors voilà, j'ai pas le texte sous les yeux, donc bon, effectivement on pourrait faire un pointage, mais je veux dire, pour répondre dans un ordre d'idées, faute de pouvoir le faire de manière plus détaillée là tout de suite, sincèrement, c'est vraiment l'essentiel qui est transposé en droit commun. Moi, je voulais juste rajouter le fait que ce que ces situations ont aussi en commun, c'est la capacité, la volonté des États à les utiliser à des fins qu'on ne peut décrire que répressives. Donc, dans les 2 cas de figure, qui sont à la base légitimes, les États vont aller bien au-delà de ce qui est permis en droit international, d'abord même dans la ponctualité, et vont aller bien au-delà de ce qui est permis en normalisant les mesures qui ont été prises initialement pour des raisons légitimes. Donc ça, c'est la première chose, et on le retrouve tout à fait dans les 2 cas, que ce soit la lutte anti-terrorisme ou la lutte contre la pandémie. Deuxièmement, à l'échelle internationale, ça ne fait aucun doute que la pandémie a été une cause première de répression à travers le monde et de restriction des libertés civiles et politiques. Donc peut-être qu'en France, vous vous sentez un petit peu plus protégé, vous avez l'impression, on a l'impression que ça a été fait pour de bonnes raisons. Je peux vous assurer qu'à l'échelle du monde, la pandémie a été l'un des outils des gouvernements autoritaires et pseudo-démocratiques pour mettre en place une répression, y compris contre leurs opposants, y compris contre les médias indépendants, contre le journalisme d'investigation, etc. Que toute critique de leur gestion de la pandémie, qu'elle ait été trop gestionnée ou pas assez, que ces critiques-là se sont retrouvées emprisonnées. Et la troisième chose que je voudrais mettre en avant, c'est la normalisation du discours sécuritaire. Donc oui, peut-être qu'on ne se sent pas brutalisé parce qu'il faut mettre un masque. Moi non plus, je ne le sens pas du tout. D'ailleurs, je le mets beaucoup plus régulièrement que mes concitoyens souvent. Mais moi, ce qui me choque, c'est le fait que le discours sécuritaire devient hégémonique, devient la norme, et que pour l'ensemble des citoyens, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a une conception de la sécurité qui est construite, qui finalement peut justifier toutes les répressions, des choses qu'on n'aurait jamais pu permettre il y a quelques années, en tout cas certainement pas avant les attaques du 11 septembre aux États-Unis. Merci beaucoup. Alors, j'ai une annonce à vous faire, c'est que l'intervenant suivant, on n'a pas de nouvelles. Je ne suis pas en mesure de le remplacer. Je crois qu'il n'y a personne ici en mesure de le remplacer. C'est très, très dommage, mais ce qui nous permet de continuer un petit peu cette table ronde, si vous en êtes d'accord, si vous êtes disponibles tous les 3. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai au moins 3 questions ici. Donc, Daniel Boitier d'abord, après c'est Jacques. Oh là là. Non, mais on prolonge d'un quart d'heure, hein, pas d'une heure. C'était une question, Madame Vogès. Au centre de sa présentation tout à l'heure, j'ai noté qu'elle parlait de l'inversion de la norme et de l'exception.
il y a un principe républicain français qui voulait que la liberté soit la norme et que les limites à la liberté soient l'exception. C'est ce qu'on trouve dans la série de lois sécuritaires que vous avez évoquées, mais c'est ce qu'on trouve aussi dans... Et je suis co-animateur du groupe de travail laïcité, c'est ce qu'on trouve aussi dans votre propre travail sur la laïcité, quand vous avez su, en 2006, déjà bien pointer comment c'était la notion d'ordre public qui allait bouger, et qui allait bouger dans le sens de la normalisation et de la moralisation. Et j'aimerais que je me demande si vous pourriez pas... j'ai vu un de vos interviews récents, si vous ne pourriez pas reprendre ça dans le champ même. Vous avez évoqué plusieurs fois la question du culte, dans le champ même de la laïcité. Merci. Oui. Première remarque. Le 11 septembre 2001, c'est un marqueur. Mais ce n'est qu'un marqueur qui a amplifié beaucoup de choses, mais la notion de société de surveillance et de capacité de destruction humaine géante, elle est là depuis un moment. Donc après, effectivement, est-ce qu'on se pose les questions de la liberté de la même façon dans notre société, dans le monde d'aujourd'hui? Alors, sur les enjeux actuels du numérique, Internet, intelligence artificielle, je comprends bien qu'il y ait des organismes qui sont capables de réfléchir comment on intègre dans le design les notions, alors j'étendrai, qui sont universelles, liberté, égalité, fraternité, égale dignité. Je me pose quand même des questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on aborde les choses concrètement dans les labos? Et comment on fait, par exemple, la différence entre un usage civil et un usage militaire potentiel? Ou affirmé? Mais en tout cas, des armes par destination à dimension géante, on a eu effectivement une démonstration première le 11 septembre 2001. 20 ans après, à mon avis, on peut faire beaucoup mieux, ou pire. Donc, là, est-ce qu'on se dote d'un combat qui nous permet d'avoir des outils de connaissance et d'appropriation publique qui empêchent d'aller n'importe où? Par exemple, où on en est sur le modèle économique qui gère tout ça? Alors, il y a une question, Gérard. Merci. Je voulais poser une question autour d'Internet et peut-être plus précisément autour des réseaux sociaux. D'abord, est-ce qu'on ne surestime pas les dangers de ces technologies? J'entends... je me rappelle avoir entendu Dominique Cardon, par exemple, raconter comment la fameuse émission d'Orson Welles sur la guerre des mondes qui aurait provoqué des catastrophes aux États-Unis, cette émission n'a jamais eu les conséquences qu'on lui a prêtées. Que c'était l'apparition d'un média nouveau, la radio, qui prenait une place plus importante. Et à partir de cette nouveauté, s'est créé un mythe ou une légende. Dans quelle mesure ce type de propos est-ce qu'on peut transposer aussi facilement ça à Internet et aux réseaux sociaux? Et par ailleurs, on sait de plus en plus que l'articulation entre les réseaux sociaux et les grands médias traditionnels est le problème. C'est ça qui permet la diffusion des fausses informations, etc. Ce n'est pas Internet tout seul, c'est quand il y a le relais entre les deux. Et donc, comment on fait? La tentation,
général des pouvoirs, c'était la loi Avia, c'était de renvoyer à une forme de censure privée. Qu'est-ce que ça pose comme question et comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet? Enfin, j'ai deux questions, c'était deux questions et pas une seule. Oui, merci. Donc, je vais vous demander de répondre peut-être rapidement à ces 3 questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vois beaucoup de mains qui se lèvent, donc ça sera une prochaine salve de questions. Qui veut commencer? Non, c'est des observations très intéressantes. Bon, est-ce que par exemple, le brouillage entre la norme et l'exception auquel je faisais référence signifie qu'on a inversé ce vieux principe selon lequel la liberté est le principe et la restriction l'exception? Non, je ne crois pas. Je crois qu'en revanche, oui, tous ces paradigmes structurants sont en tension. Et effectivement, leur équilibre et leur agencement menacent d'être renversés. Je ne crois pas qu'on ait basculé dans un régime où la liberté est devenue l'exception et la restriction le principe. Je ne le crois pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est des tensions, c'est des équilibres qui sont fragiles et qu'il faut garder à l'esprit. Voilà, non, mais je ne vais pas prendre plus de temps. Enfin, voilà, les observations sont tout à fait intéressantes, mais je ne veux pas monopoliser la parole, et surtout si on veut prendre d'autres questions. Alors, je vais répondre, là encore brièvement, pour laisser la place au débat. Alors, sur la surveillance, c'est une question tout à fait intéressante, et sur les discussions qu'il y a eu dans la précédente salve et dans la présente, c'est comme j'essayais de l'expliquer, le sentiment d'être surveillé en permanence, quelque part, a pour conséquence d'entraver l'exercice, on va dire l'exercice effectif d'un certain nombre de libertés. Le fait d'avoir par exemple des caméras aéroportées, comme des drones, peut par exemple limiter la liberté de manifestation ou la liberté de réunion. L'utilisation de technologies comme la reconnaissance faciale, qui n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est juste un outil technique, eh bien, peut être utilisé ou peut faire craindre l'utilisation, évidemment, généralisée, qui dès lors a cette conséquence de sentiment de surveillance. Et il y a cette idée de dire que on va dire sur Internet, on serait systématiquement surveillé de par la modalité même de fonctionnement d'Internet, alors que lorsque l'on va au café ou qu'on descend dans la rue, on ne le serait pas, et qu'il y aurait ce souhait justement de regagner en liberté, alors que le principe de base était un anonymat sur Internet, qui n'a jamais réellement été un anonymat. On parle parfois d'anonymat par facilité de langage, mais ça reste du pseudonymat. Comme vous le savez, lorsque l'on se connecte avec un appareil comme celui-ci, sans passer par les arbuties techniques, on a une adresse qui nous est allouée, et par cette adresse, ces adresses, pourrais-je même dire, être identifiées le cas échéant. Il y a tout un tas d'autres moyens d'identification. Donc, il y a ce premier point. Ensuite, pour répondre de manière transverse sur certaines de ces technologies qui sont utilisées, ça pose la question de l'intelligence artificielle et de l'utilisation d'un certain nombre de ces technologies plus largement dans la société, qui là encore sont des technologies qui sont neutres axiologiquement, mais qui posent des difficultés selon la manière dont on les utilise. L'une des difficultés qui est saillante, c'est on va dire la difficulté à expliquer la décision ou la proposition d'action qui est donc portée par une machine, par un certain nombre d'algorithmes, et donc, en fait, par conséquence, la difficulté à la contester. Dès lors qu'on ne comprend pas forcément comment tel ou tel algorithme aboutit à telle proposition, forcément est-il plus difficile de le contester. Une question qui se pose, qui est intéressante, c'est est-ce que l'on est encore en état de libre arbitre ? Dans une certaine mesure, est-ce qu'un algorithme prédictif nous condamne à correspondre aux prévisions qu'il opère ? Et d'autre part, l'une des peut-être des contre-vérités qui peut exister, c'est cette forme de neutralité axiologique de la machine, un peu comme la suspension husserlienne, mais on va dire à la sauce de l'intelligence artificielle, qui, dans un certain nombre de cas, peut être utilisée comme une neutralité axiologique de la machine, un peu comme la suspension husserlienne, mais on va dire à la sauce de l'intelligence artificielle, qui, dans un certain nombre de cas, peut être utilisée comme une neutralité axiologique de la machine, un peu comme la suspension husserlienne, mais on va dire à la sauce de l'intelligence artificielle, qui
comme les termes mêmes qui sont posés quand on parle d'intelligence artificielle ne portent ni intelligence ni artificielle dans l'un et l'autre des cas. Donc il y a sans doute une manière de poser la question qui pose difficulté. Donc on est face à la détection de corrélation, la détection de saillance, et donc d'une certaine manière face à une forme de modélisation spéculative qui pose les questions que j'abordais tout à l'heure. Et c'est les données qui sont collectées, c'est-à-dire les données qu'on collecte en temps réel sur Internet, sur les téléphones portables ou dans la société plus largement, qui posent parfois difficulté. Selon les types de données, parfois ces données portent un certain nombre de biais, bien entendu. D'autre part, selon la modalité d'acceptation ou d'analyse de ces données par tel ou tel outil technique, comme un algorithme. Et donc, c'est la collecte continue et le traitement automatisé en temps réel qui parfois pose difficulté. Et sur le dernier point qui touchait aux réseaux sociaux, alors j'ai partiellement essayé de répondre. Effectivement, est-ce qu'on ne surestime pas les dangers qui sont issus des réseaux sociaux? Le réseau social en tant que tel, effectivement, là encore, c'est un outil, c'est un nouveau média. L'analyse de Dominique Cardon est tout à fait intéressante à cet égard. Et on est face à une forme d'exposition volontaire d'un certain nombre de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. On était dans une approche peut-être un peu orwellienne, avec l'idée de dire on est surveillé donc sous un panoptique, on va dire, qui est de plus en plus précis, qui est de plus en plus impitoyable, parce qu'avec Internet et un certain nombre de technologies que l'on a parfois donc dans la poche, forcément, on sait où on est, on peut potentiellement être suivi. Je donne pour exemple les débats même actuels sur la suppression du ticket de métro. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat, mais ça me rappelait, moi, le lancement du Pass Navigo, où forcément, on peut identifier quel numéro unique, potentiellement, va borner à telle station de métro, et on pourrait identifier que tel ou tel fait tel ou tel déplacement. Il y a des moyens technologiques que je passe sous silence pour différentes raisons de temps, qui permettent de limiter l'impact d'une telle surveillance. Mais ce qui compte, c'est là encore la capacité technique et la manière dont elle est mobilisée. Si je reviens aux réseaux sociaux, il est utilisé d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'accélération dont il procède. Un message qui est diffusé peut être extrêmement rapidement accéléré, comme on peut le dire, à savoir repris, retweeté, liké, selon les différents termes acceptés. Et effectivement, de par l'imbrication avec les médias traditionnels et la reprise croisée qu'il y a entre les deux, on peut avoir une accélération de contenu dans une temporalité qui, si ce n'est empêche de réfléchir, permet beaucoup moins de le faire. Et pour moi, l'une des solutions, et c'est également une des propositions qui avait été faite au niveau de la CNCDH, c'est d'essayer de porter alors bien sûr une éducation aux outils technologiques tout autant qu'un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information qui serait de nature à revigorer l'esprit critique qui justement permet d'aborder ce type d'information et de ne pas simplement retweeter un contenu. Comprendre comment un simple dispositif technique fonctionne parfois permet de comprendre que lorsque vous retweetez, likez ou je ne sais quoi d'autre sur un réseau social, ça peut avoir un impact par ricochet sur un moteur de recherche qui prend ça comme un élément de calcul dans son algorithme de recherche et qui dès lors va faire remonter un résultat pour un certain nombre de requêtes qui sont faites par d'autres utilisateurs. Et le croisement de ces technologies parfois n'est pas compris ou mal compris. Retweeter, ce n'est pas forcément être d'accord avec un contenu pour prendre Twitter. Liker, c'est plus douteux, bien entendu. Et dans certains cas, c'est pour le critiquer, etc. Encore faut-il comprendre la modalité technique et la manière dont elle est mise en place. Donc je dirais qu'il y a à la fois des externalités positives, un certain fantasme notamment de l'intelligence artificielle forte qui pourrait remplacer l'humain en 2022. Ce n'est pas encore le cas, très très loin de là, on va dire. Et c'est ce sentiment vraiment d'être surveillé ou cette incompréhension de l'artefact technique qui parfois pose le plus de difficultés. Merci Agnès. Oui, je vais apporter peut-être une approche un peu différente. Les algorithmes, pour moi, ne sont pas neutres dans leurs effets. En effet, Twitter lui-même a reconnu que les algorithmes de Twitter mettent en avant certains discours plus que d'autres. Et les lanceurs d'alerte, une en particulier, la dernière lanceuse d'alerte sur Facebook, a bien démontré que les algorithmes de Facebook
et le manque de politique effective de la part de Facebook, les deux contribuent à la multiplication des discours de haine, des discours d'extrême droite et des discours incendiaires, des positions incendiaires. Donc ça a été démontré, par exemple, dans le cadre des, je crois que c'était Snapchat, ou en tout cas un des autres médias sociaux, sur le fait que les algorithmes tendaient à mettre en avant des images de corps de jeunes filles en particulier qui étaient extrêmement maigres et qui tendaient à la, comment dit-on en français, la haine de soi, qui tendait à renforcer la haine de soi parmi une population très jeune. Donc ça, il y a tous les éléments de preuve par rapport à ça. Je voudrais aussi citer l'exemple de la Birmanie, où le Facebook se retrouve à l'heure actuelle mentionné dans la Cour pénale internationale comme ayant été l'un des acteurs du génocide des Rohingyas. Son utilisation par des militaires, par des bots utilisés par des militaires et d'autres. Donc, c'est pas Facebook en tant que tel, c'est bien sûr l'utilisation qui en est faite, mais le fait que Facebook n'ait pas en place ni des mesures effectives, ni des mesures a priori de comprendre comment son algorithme fonctionne, tout ça contribue à créer des environnements extrêmement nocifs pour les sociétés et pour les populations. Merci. Alors, j'ai au moins 3 ou 4 questions, donc je vais peut-être vous demander de poser des questions courtes. Donc il y a Martine là, ici. Après, non mais d'abord il y a Nathalie après. Martine. Là. Oui, je m'interrogeais sur les manifestations qui ont lieu dans plusieurs pays, en France, en Allemagne, ailleurs, en Hollande, qui dénoncent les restrictions des libertés, parmi lesquelles il y a sûrement peut-être des manifestants de gauche, mais j'ai comme une impression qu'il y a beaucoup de manifestants de droite, des sortes d'anarchistes de droite. Et je me posais la question, comment notre dénonciation de gauche, je crois, de ces restrictions des libertés peut s'exprimer publiquement sans être, comment on parle ça, sans être récupéré, on va dire, par ces manifestants, voilà, qui veulent tout sauf la démocratie. D'accord. Donc la question là-haut, Michel Minet. Oui, une réflexion très, très rapide par rapport à la première question en fait qu'avait posée notre ami tout à l'heure, mais malheureusement il a quitté la salle quand il s'interrogeait en fait sur la réduction des libertés au regard de la crise sanitaire. Avec l'état d'urgence sanitaire, moi, il me semble qu'il y a un point extrêmement important sur lequel on est tous d'accord, c'est que le gouvernement a pris des décisions qu'il considère comme étant bonnes parce que lui, il sait et qu'on n'a pas besoin des citoyens pour construire la réponse. C'est-à-dire que le Parlement n'a finalement pas pu jouer son rôle. Et ce qui me paraît tout à fait évident, et vous avez été plusieurs à le dire dans vos différentes interventions, on est dans un contexte extrêmement autoritaire, où en fait la parole publique devient purement verticale, et où il y a une mise à l'écart de la délibération collective, notamment dans le cadre collectif, dans le cadre politique, excusez-moi. Et donc on voit une réduction de la démocratie. Alors on y est un petit peu habitué avec les modalités de fonctionnement de la Constitution de la Ve République, mais on l'a vu pendant cette période, avec notamment une inflation d'ordonnances, où finalement le Parlement joue un rôle mineur. Et cette problématique, on l'a retrouvée en particulier dans le domaine des relations sociales, ou dans les entreprises. Qu'est-ce que l'on a vu pendant l'état d'urgence sanitaire? Eh bien, on a vu la mise à l'écart du dialogue social, c'est-à-dire que toute une série de dispositions qui étaient vantées depuis les ordonnances de l'automne 2017 sur la nécessité par le dialogue social de régler un certain nombre de questions dans les entreprises, eh bien ça n'était plus du tout d'actualité. Et on a donc vu de nouveau la résurgence
de la décision unilatérale de l'employeur, autoritaire, qui s'impose. Et ça a été également une opportunité pour accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs dérogatoires en droit du travail. Donc vous l'avez dit, mais dans le domaine des relations sociales, la crise sanitaire est une opportunité pour réduire un certain nombre de libertés, pour réduire un certain nombre de droits et pour l'inscrire ensuite dans un régime de droit commun. Et c'est la discussion, puisque c'est un sujet d'actualité, c'est la discussion que l'on a notamment dans le cadre du nouveau fonctionnement de la justice, puisqu'à l'occasion de la crise sanitaire, un certain nombre de modalités de fonctionnement de la justice ont été mises en place et qu'il y a un risque que ces modalités extraordinaires deviennent la norme. Donc en fait, la crise sanitaire est utilisée comme une expérimentation d'une réduction des libertés qui va finalement perdurer. Merci de ce complément d'information qui appellera peut-être un commentaire, mais pas forcément de réponse. Donc la parole est à Nathalie Thénault. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit de ma part, mais j'ai l'impression aussi que l'État essaie d'enrégimenter le privé pour essayer d'augmenter la surveillance de ses citoyens. Je pense pour les périmètres de protection au fait que des agents privés de sécurité peuvent désormais fouiller, alors que c'était censé être une compétence liée au fait d'être police judiciaire. Je pense aussi, bien sûr, pour la pandémie, le fait que ce soit des personnes privées qui peuvent contrôler les passes sanitaires, mais également à la haine en ligne, à la loi Avia, qui essayait aussi. Donc je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit de ma part, mais j'ai l'impression qu'on augmente les capacités aussi de surveillance à travers le fait de faire appel au privé. Merci. Qui veut répondre en premier? Personne. Bon. Je peux dire un mot si tu veux. Oui. Alors, merci là encore pour ces questions. Alors, sur la première, je ne ferai pas de remarques. Sur la surveillance, effectivement, je suis assez d'accord. Hein, l'algorithme n'est pas neutre. On a, selon le type d'outil qui est utilisé, un risque de stigmatisation. Et l'accélération dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle est à mettre en regard peut-être avec ce qu'on appelle parfois l'économie de l'attention, et donc la nécessité de recommander quand on recommande rapidement. Et l'invisibilisation des critères de décision participe quelque part à ce risque, parce qu'effectivement, lorsqu'on ne comprend pas comment la décision est prise, donc ce sont les sujets d'auditabilité, par exemple, de l'algorithme, être en mesure de comprendre comment une décision est prise, pourquoi un contenu nous est recommandé plutôt qu'un autre, donc des questions de transparence, ni plus ni moins, sont particulièrement importantes. Et cette accélération passe notamment, effectivement, sur un certain nombre de réseaux par des algorithmes de recommandation qui nous proposent des contenus de proche en proche, ou simplement par un certain nombre de données qui ont été collectées. Le risque qui se dessine, c'est d'une part ce qu'on appelle parfois le solutionnisme technologique, c'est-à-dire trouver toujours dans l'outil une solution parfaite à tous les problèmes, chose qui, bien entendu, n'est pas le cas, puisque, comme ça a été très bien dit, ça dépend de l'acteur qui active la technologie en question, que ce soit une grande plateforme du numérique ou que ce soit un État. Et bien sûr, ça pose des questions tout à fait importantes en termes d'acceptabilité sociale des technologies, en France comme ailleurs. On l'a vu notamment avec l'épisode Stop Covid. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi je suis d'accord avec les commentaires, je n'ai rien à ajouter. Il ne fait aucun doute que les manifestants qui dénoncent les restrictions des libertés dans le cadre de Covid ont tout à fait, selon moi en tout cas, selon Amnesty, ont tout à fait le droit de le faire. Ça ne fait aucun doute. Cependant, il est aussi très clair que les restrictions dans le cadre de la lutte contre Covid viennent s'ajouter à une situation sociale ou une situation d'exclusion et peut-être l'élément déclencheur
de situations beaucoup plus violentes qui s'exercent dans la rue, etc. Pour moi, c'est la leçon à retirer de ce qui se passe à l'heure actuelle dans les territoires, dans certains territoires d'outre-mer. On ne peut pas comprendre la violence actuelle simplement à cause d'une obligation de vaccin. C'est tout à fait clair, même si ça sera peut-être une interprétation qui va être mise en avant. Donc là, de nouveau, comme il a été dit par presque tout le monde, en tout cas par tout le monde sur ce panel, le Covid, c'est un élément révélateur de profondes inégalités et de profondes tensions au sein de notre société, mais ce n'est pas par l'intermédiaire du vaccin ou du non-vaccin qu'on va y répondre. Ça, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore 2 questions. Non, mais... Si ça peut être des questions courtes. Non, c'est très court. C'est pas une question. C'est une observation par rapport à ce que nous avons vécu à Bourges. Dans les manifestations cet été, on voit effectivement des groupes de personnes qui légitimement manifestent, mais qui ont été influencés par les chaînes en continu, comme on dit, et par l'enfermement dans des réseaux. Et on retrouve des délires complotistes, les anti-vax, les anti... Notre réponse a été de se mêler à ces manifestations après avoir rédigé de façon très simple des petites fiches rappelant nos positions. Et en les distribuant, on s'est rendu compte aussi, c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui cherchent au fond à instrumentaliser un peu la ligne, ça pourrait leur être utile, donc c'est très difficile de naviguer là-dedans. Mais en même temps, je crois qu'il faut le faire, aller vers les gens. J'ai laissé 4 fiches que nous avons mises au point sur toutes les autres questions, les institutions, l'économie, l'environnement, etc. On a 4 fiches. Systématiquement, on va essayer de faire le maximum de chefs-lieux de canton, de marchés. Je crois que nous n'avons guère d'autres solutions aujourd'hui, compte tenu des barrages en face desquels nous sommes, que de faire ça, aller vers les gens, mais avec le contact direct le plus souvent possible. Merci. Donc, voilà. Rapidement, juste une réflexion, et ça demanderait aussi tout un boulot en fait, mais actuellement je crée des ateliers de la pensée critique avec des adolescents et des jeunes adultes. Et la dernière fois, je faisais un travail sur des cartes, sur les rapports géopolitiques. Et à la fin, il y a 4 jeunes filles qui étaient là. C'était un groupe avec plein de jeunes d'origines différentes, sur plusieurs générations, d'origine sénégalaise, qui me dit « Mais madame, il va falloir changer de prénom. Mon 2e prénom, c'est Nora. Ça ira ?» Et en fait, actuellement, les paroles de Zemmour, elles sont reprises par des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les influenceurs se servent du discours de Zemmour dans un rapport de sidération, mais elles le prennent vraiment pour la vérité. Donc, sur cet exemple ou d'autres, est-ce qu'il y a un travail pluridisciplinaire qui est fait autour de ces questions-là ? Est-ce qu'il y a effectivement une réflexion aussi au-delà de la technique ? Parce que franchement, leur expliquer la technique, je peux vous dire que ça ne suffit pas et que ce n'est pas leur question. Il y a un effet de sidération immédiat par rapport à la question du réel, en fait. Donc, je pense quand même que la question de la qualification de l'espace de socialisation qui se développe aujourd'hui, qui n'est pas le réel du présentiel, mais qui est totalement réel dans la socialisation. Moi, je travaille ça avec les éducateurs de rue, c'est la seule profession où je les vois aller sur les réseaux sociaux et effectivement travailler comme tiers éducatif sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça très intéressant et très difficile. On y travaille en ce moment pour essayer effectivement. Et je voulais vous demander si dans vos recherches, il y avait quelque chose qui travaillerait une pluridisciplinarité et la place aussi de la capacité du juridique et de la loi à poser un acte par rapport à ça. Parce que je peux vous dire que les éducateurs face à ça, ils se retournent vers moi et disent « Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Tu peux leur dire quelque chose ?» Voilà. Donc c'était... Vous avez... Non, pas trop mon domaine. Pas tout à fait d'accord. Alors, tout à fait. Non seulement ça nous interpelle, mais par ailleurs, on en avait même fait une recommandation dans le cadre d'un avis de la CNCDH, à savoir la nécessité d'appréhender de manière vraiment interdisciplinaire cette question. Comme vous l'avez dit, la technique ne suffit pas. Je suis tout à fait d'accord. Il faut comprendre un certain nombre de points techniques relativement simples, d'ailleurs, en l'occurrence.
le détail du fonctionnement technique d'un algorithme n'est pas le point important. C'est vraiment simplement de savoir même qu'il y en a un qui est utilisé. Tout à fait. Et vous vous dites, tiens, en fin de compte, la transparence face à l'utilisation même d'un outil technique est plus importante parfois que les modalités techniques de fonctionnement de cet outil. Donc ça, tout à fait. Quand on parle de réseaux sociaux, effectivement, on entend souvent émerger des débats sur les bulles de filtre, ou ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, mais c'est un enfermement assez ancien, enfin, qui prédate très largement Internet. La théorie du complot et autres variantes existent depuis longtemps, et l'on sait qu'il est extrêmement difficile de contrer une rumeur en tant que telle, quelle qu'elle soit. Si je vous dis ici, je ne suis pas franc-maçon, la moitié vont penser que je le suis, l'autre moitié que je ne le suis pas, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai pour pratiquement n'importe quoi que je déclarerai. Donc, il y a cette difficulté qui est simplement accélérée parfois et utilisée de manière plus rapide, accélérée par le numérique, ce qui aboutit à du cyberharcèlement, ce qui aboutit bien sûr à ce que Laetitia Avia, à l'époque, effectivement, avait à juste titre identifié comme un accroissement de la haine en ligne. Alors, la loi Avia proposait des mécanismes qui ont, on va dire, été censurés pour une très grande partie par le Conseil constitutionnel, mais la loi sur les principes de la République du 24 août a repris certains mécanismes en y réinsérant, on va dire, le juge et un certain nombre des recommandations qui avaient pu être faites, pas toutes, mais un certain nombre, durant le débat sur Avia, sur la précédente loi de lutte contre la haine en ligne. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est la connexité entre ces sujets. On a la haine en ligne d'un côté, on a aussi tout le sujet, mais vous l'avez abordé, de la désinformation. Comment est-ce que l'on peut, on va dire, évaluer qu'une information est juste ou ne l'est pas? Et là, c'est ce qui a été dit. Déjà aller vers l'autre et lui expliquer, essayer de faire appel à son esprit critique, donc d'où l'importance de l'école, mais aussi à tous les âges, de faire comprendre aux gens comment marche ceci ou cela, quelle est la question qui est posée, et revenir donc à cette culture de l'esprit critique, mais aussi savoir que de toute façon, une vérité est extrêmement difficile à établir. En témoigne simplement l'histoire des sciences, pour ne citer que cela, qui a pu connaître une évolution certaine sur un certain nombre de sujets. Et j'en suis sûr, un certain nombre des vérités que nous tenons pour acquises aujourd'hui, en fin de compte, seront révélées comme totalement erronées dans assez peu de temps. Donc c'est vraiment, je pense, cet esprit critique qui est au cœur de notre système qui en fait la force. Et je suis tout à fait d'accord, une interdisciplinarité, je dirais, au niveau, on va dire, des gens qui travaillent sur le sujet, mais aussi des parties prenantes que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir vraiment d'un côté les pouvoirs publics, mais à côté de cela, ce qu'on appelle la communauté technique, pour ce qui est d'Internet, c'est-à-dire toute une série d'acteurs techniques qui maîtrisent vraiment ces aspects, la société civile, le monde économique et le monde académique qui discutent de ces sujets et essayent de trouver justement un consensus, chacun dans leur rôle, bien sûr, respectif. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de conclure. Je remercie encore une fois nos 3 intervenantes et intervenants. Et donc, je vous dis bonne soirée et à demain matin.